Bienvenue au Fil du temps, le balado. Je m'appelle Christine Groux, je suis psychologue, neuropsychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Aujourd'hui, pour parler du thème « Prendre soin de soi pour prendre soin des autres », je reçois Suzanne Mouilly, qui est aidante naturelle, et Marie Martel, qui est aidante naturelle et préposée aux bénéficiaires en CHSLD. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre parcours d'aidante? Mes parents sont maintenant en CHSLD. Vos deux parents? Mes deux parents sont dans la même chambre en CHSLD. Ma mère est Alzheimer. Puis papa, lui, c'est plus physiquement. Il en perd un peu des fois à cause des médicaments. Mais vous avez réussi à faire en sorte que les deux sont ensemble. C'était une demande, on n'avait pas le choix. Parce qu'on les avait mis dans une résidence intermédiaire sur Sainte-Catherine, mais qui ne répondait pas aux besoins que mes parents avaient besoin. Puis, à quel moment vous avez réalisé, toutes les deux, que vous étiez aidante naturelle? Dans votre cas, ça s'est passé quand? Quand ma sœur nous a dit au CHSLD, seulement les proches aidants pouvaient y aller, elle dit « Je vous ai mis tous les quatre. » C'est là que... Ah, OK. Vous veniez d'avoir un titre? Oui, c'est ça. Parce que pour moi, j'y allais tout le temps depuis... Tu sais, j'allais laver maman, j'allais la coiffer, aider papa à couper ses ongles. Puis dans votre cas, Suzanne, à quel moment vous avez réalisé ça? Bien, ça se fait graduellement. C'est sûr que de mon naturel, je suis très je suis très aidante dans la vie tout court. Alors, ça allait de soi que mon père, qui habitait à Trois-Portes, bien, j'allais voir comment il allait. J'y apportais, je me faisais cuire quelque chose, j'y en apportais la moitié. Alors, tranquillement, comme ça s'est... là, tout à coup, je réalisais que le lavage n'était pas fait. Fait évidemment que c'est bien graduel. Et puis, là, à un moment donné, je commençais à trouver que j'étais là plus souvent que chez moi. Puis là, on Google, Internet, on dit, coudonc, c'est peut-être ça, les aidants naturels. Est-ce que je suis une aidante naturelle? Oui, mais je disais, mais j'habite pas avec lui, donc je dois pas en être une. Mais finalement, je réalisais que quelque part, oui. Tout à fait. Hein? Tout Oui. à fait. C'est pas un critère C'est ça. Puis, on se compare toujours sur les réseaux sociaux. Là, j'ai regardé les groupes d'aidants naturels. Il y a des histoires d'horreur, si je peux dire. Là, je me disais, mais mon Dieu, moi, c'est presque rien. Eux autres, c'est vraiment grave. Là. Il y en a qui vivent des choses incroyables. Mais quand même, là, je me suis dit, non, je m'investis, je mets énormément de temps, tous les jours, en fait. Je planifie mes affaires et je planifie les siennes. Fait que finalement, c'est comme si... Bien, c'est un cliché de le dire, là, mais mes enfants, moi, sont partis et là, j'en ai un troisième. Mais le proche aidant, à la notion du proche aidant, en fait, c'est toute personne proche ou dans le milieu naturel de la personne qui va apporter une aide, qui va compenser pour ce que la personne n'est plus en mesure de faire. Puis j'aimerais ça qu'on aborde un peu la notion de l'épuisement. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez senti un certain épuisement ou une usure? Absolument, c'est sûr. Quand je veux trop, là, je me dis, ça n'a pas de bon sens. C'est bête à dire, mais il habite encore la maison familiale. Puis je me disais, il faut que je fasse le ménage. Si maman voyait sa maison comme ça, ma mère est décédée, je me dis, elle ne serait pas contente. Fait que là, je me lance. Je fais le ménage. Et puis là, à un moment donné, j'ai les larmes aux yeux. Puis je m'épuise, j'essaye de tout faire. Puis je me dis, mais non, là, je suis plus capable. D'autant plus que ce qui aide pas tellement, c'est que quand, disons, je m'assois dans le salon avec mon père et puis que là, je réalise qu'il dit quelque chose qui me fait dresser les cheveux sur la tête. Là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Au secours! J'ai déjà vécu avec lui, on s'entend, je suis son enfant. Et puis là, je me retrouve à presque revivre dans la même maison. Et ça réveille les vieux conflits, si on veut, parce qu'on n'a pas nécessairement la même personnalité, n'est-ce pas?
Pas la même personnalité, pas la même perception des choses. Absolument pas. Et quand on vieillit avec quelques troubles neurocognitifs que ce soit, ou avec quelque atteinte du cerveau que ce soit, ça va pas nécessairement améliorer les traits de caractère qui étaient là, ou ça va pas nécessairement faire disparaître les zones de conflit qui étaient là. Ouais. Et on les vit avec une fatigue qui devient intense. Absolument. Puis, je veux dire, il n'y a pas tous les défauts du monde, là, parce que je ne suis pas parfaite, moi non plus. Seulement, il y avait des tensions, là, des fois, qui faisaient que, là, j'en pouvais plus. Puis je me disais, j'ai besoin de prendre une pause. Mais comment je fais? Et comment vous avez fait? Ben là, je dis, écoute, là, tu as tout ce qu'il faut dans le frigidaire, tu as le téléphone, tu as ton bouton panique, comment on appelle ça, le bouton alarme, là. Mm-hmm. Alors, normalement, il ne devrait rien t'arriver. Alors, je rentre chez moi, puis là, j'ai dormi comme, je sais pas, 30 heures d'affilée. J'ai beaucoup dormi, puis j'ai appelé mon frère, j'ai dit, écoute, je suis vraiment fatiguée, j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai téléphoné à tel aidant. Mm-hmm. Oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé d'avoir quelqu'un, une femme qui m'a répondu, à qui j'ai juste pouvoir parler, puis se sentir compris. C'est évidemment pas à mon père que je pouvais dire ça. Fait que vous l'avez sécurisé. Oui. Vous avez pris du recul, vous Oui. êtes rentré chez vous, vous avez dormi, puis vous êtes allé chercher du soutien. Voilà, Hein? exactement, vous le dites bien. Parce qu'au départ, c'est sûr que mon père, aussitôt que ma mère est décédée, il dit, ben Suzanne, tu pourrais venir vivre ici. J'ai dit, oups, ça dépasse ma limite. Là, je t'aime, je suis pas loin, mais je tiens à mon espace. On va en reparler des limites tantôt, OK. parce que c'est extrêmement important, hein, de ces limites-là, des limites qu'on doit mettre, puis de se prendre soin pour être capable de prendre soin des autres, Ouais, justement. ouais. Marie, j'aimerais ça qu'on parle de l'épuisement des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, dans le réseau. Il y en a beaucoup. Il manque trop souvent de personnel. Nous autres, c'est régulier, c'est au quotidien. Fait qu'on est épuisé nos journées ou pas satisfait. Fait que C'est quoi les moyens de prendre soin de soi quand on est épuisé puis pas satisfait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... ben moi, j'ai choisi déjà d'aller travailler en vélo. Il faut, en quelque part, que tout mon temps soit minimisé. Je fais rien pour rien. Moi, c'est clair comme ça. Que je vais travailler en vélo, fait que ça me prend pas plus de temps qu'en auto. Fait que je dis un petit bout de fête. Je fais mon jardin, fait que j'ai de quoi manger éventuellement. Ça rapporte. Mais en même temps, je me tiens en forme. Je fais mon yoga, ça, j'en ai besoin. J'ai besoin de respirer. Parce qu'en CHSLD, tu ne respires pas. Il fait 25 degrés, puis, tu sais, les fenêtres sont toutes fermées, ils ont froid. Ouais. Fait que, puis en été, mais c'est l'air climatisé qui ne fonctionne pas, mais les fenêtres ne s'ouvrent plus. Fait que, fait que c'est encore plus chaud. Fait que c'est sûr que il manque d'oxygène dans le CHSLD. Moi, aller me promener avec Chaman, qui est mon chien, ça me permet de m'oxygéner tous les soirs, soir et matin. Si vous aviez des conseils à donner aux gens qui prennent soin des autres, donc que ce soit dans un milieu de travail ou que ce soit dans un contexte plus personnel, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous écoutent? Qui se trouve une passion, qui peut... Puis ça peut être n'importe quoi, autant crier dans son char que peinturer, chanter... tu sais, parce que des fois, ils n'ont pas le temps, là, mais chanter, ça ne demande pas... Tu peux faire ça en donnant un bain. Tu sais, on l'a vu dernièrement. C'est bon pour la santé. C'est ça peut être n'importe quoi. Moi, c'est le jardin, c'est ça, mais il n'y en a pas de limite. Juste notre imagination. Même si c'est partir dans sa tête. Si vous pouviez changer quelque chose dans votre travail qui donnerait un sens à votre travail, qui améliorerait les choses, qu'est-ce que vous voudriez changer? Avoir plus de temps. Du temps pour m'occuper d'eux autres. Le temps de tout faire ce qu'on a à faire convenablement et le temps de parler avec eux autres ou faire une activité parce que avec les problèmes cognitifs, des fois, ça peut être faire un casse-tête. C'est parler.
Je parlais l'autre jour d'une madame cette semaine que je rentre dans la chambre, elle avait échappé quelque chose. Elle regardait par la fenêtre les écureuils. Pendant 15 minutes, elle m'a parlé des queues d'écureuils. Mais c'est tellement rare qu'on a le temps de les écouter. Puis ils ont tellement des belles vies. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que les gens qu'on soigne n'ont pas juste des besoins de base. Hein. Ils n'ont pas juste besoin qu'on les nourrisse, qu'on les hydrate, qu'on les lave. Ils ont aussi besoin d'être en relation. Ont besoin de stimulation. Ils ont besoin d'affectivité. Et compter leur vie, qui aiment donc ça. Tu sais, j'ai une dame qui me parlait, qui écoutait la TV, puis qui me parlait de ce qui se passait, de l'évêque qui était là, puis tout ça. Puis pour elle, c'était significatif, parce qu'elle s'en était occupée dans sa vie. Elle avait été sa cuisinière, puis tout ça. Fait que c'est des choses, c'est intéressant pour nous autres, mais c'est intéressant aussi pour eux autres. Tu sais, de ne pas se sentir un objet que tu transportes d'une place à l'autre. Tu sais, c'est pas des bouteilles qu'on s'occupe, c'est des humains qui ont fait des vies. De vous intéresser à leur vie puis de prendre le temps de regarder des photos avec eux. Que ce soit des photos, ce qui se passe dehors, aller dehors avec eux autres en été. Aller dehors. Tu sais, juste aller faire le tour du bloc des fois. Aller au-delà des simples besoins de base pour leur assurer une vraie qualité de vie. Ce qu'on avait, moi, quand j'ai commencé à travailler, on avait ce temps-là. Ah oui? Quand j'ai commencé en 78, où ce que j'étais, c'était un petit centre, et on partait l'après-midi, je partais, et on allait au parc. Parce que les résidents étaient moins hypothéqués, ça se pouvait se faire. Je partais avec 5-6 résidents à pied. On les amenait au parc, tout ça. Ou partir, aller aux pommes. Tu sais, on partait, il y avait un autobus, le personnel suivait, on allait aux pommes avec eux autres. Ou à la cabane à sucre. Mais là, si ça se passe, c'est les loisirs qui organisent ça. Les préposants, on n'est plus là. Tu sais, parce qu'ils ne peuvent pas tous y aller, ils sont plus hypothéqués. Mais même si c'est sur place, avoir du temps et des objets aussi, ça a l'air de rien, juste arroser une fleur. Mais il faut en avoir des fleurs. Si c'est pas nous autres qui les apportent, ils n'en ont pas, là. Ouais. Ou les familles, là, mais tu sais, des choses, les salles publiques, c'est souvent le personnel qui les apporte puis qui les entretiennent, puis qui les réempotent. Puis des fois, on le fait avec le résident, puis... Mais c'est toutes nous autres qui apportaient ça, c'est pas le centre. C'est important aussi de pas oublier, quelles que soient les activités qu'on fait, là, que ce soit des bouffées d'air, mais il faut soigner le sommeil. Il faut soigner le sommeil parce que, puis je pense que c'est important d'aborder la fatigue qui peut s'installer insidieusement, mais qui va s'accumuler parce que elle peut être à la source de la maltraitance. Vous savez, les gens qui prennent soin des autres, c'est des héros, hein? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'abnégation, beaucoup d'affection. C'est un don de soi. Mais on est tous des êtres humains, puis il n'y a personne qui est à l'abri de perdre patience quand il est trop fatigué ou d'avoir un moment d'irritabilité. Je pense qu'il faut être capable de les prévenir le plus possible, de se les pardonner aussi, de réparer s'il faut, mais la fatigue, c'est pas sans conséquence, ni sur la qualité de vie de l'aidant, ni sur la qualité de la relation entre l'aidant et l'aidé. Absolument. Ça, le mot impatience, c'est ça. Mais en fait, c'est un peu comme quand on a des jeunes enfants puis qu'on finit par s'impatienter, là. C'est un peu similaire. Il peut arriver effectivement que je m'impatiente, là, puis que j'essaye de reprendre sur moi, mais je me dis, bon, quand il me fait répéter pour la 10e fois ce que je viens tout juste de lui dire, ben, j'essaie de me rappeler, c'est vrai, c'est sa maladie, mais à un moment donné, on est tanné de répéter. Je me disais, il fait-tu exprès? Est-ce qu'il fait exprès? Est-ce qu'il me niaise? Est-ce qu'il m'écoute? Qu'est-ce que je fais de pas correct je viens de lui dire que, je sais pas, moi, j'ai rencontré Madame Untel, puis as-tu vu Madame Untel dernièrement? Je viens de te dire que je l'ai vue en sortant. Alors, je finis par m'impatienter un petit peu.
Puis souvent, la réponse à la question que vous vous posez, c'est il ne fait pas nécessairement exprès, mais c'est ce qu'on appelle de la persévération. Hein? C'est de la répétition de comportement. Puis peut-être qu'une stratégie qu'on peut utiliser, parce qu'il y en a beaucoup de gens avec des troubles neurocognitifs qui répètent, peut-être qu'une bonne façon de faire, c'est de lui demander est-ce que tu peux me répéter ce que je viens de te dire? Puis là, vous allez peut-être voir un moment de réflexion, puis vous allez voir s'il y a une trace en mémoire. Et puis parfois, changer de sujet aussi, ça peut être une façon de ne pas perdre patience ou d'utiliser l'humour. Hein, parce que d'utiliser l'humour, d'utiliser quelque chose de plus léger, d'aller sur un autre terrain complètement. Parce que quand on reste dans la répétition, dans les demandes, dans la répétition constante, ça peut finir par être exaspérant. Absolument. Puis effectivement, la personne ne fait pas toujours exprès. Si vous aviez, Suzanne, des conseils à donner aux gens qui nous écoutent sur comment on prend soin de soi, puis l'importance de prendre soin de soi, mais comment on fait? Qu'est-ce que comment vous on diriez? fait? Alors, il faut, mon expérience, c'est que il faut vraiment écouter en dedans de soi. La limite, là, on la sent. C'est vrai que, aux yeux de ma cousine, par exemple, je suis une sainte, et parce que elle, par exemple, est jamais capable d'en faire autant que moi, si on veut, par rapport à son père. Alors, mais moi, c'est pas que j'ai pas de limite, j'en ai une, mais peut-être qu'elle n'est pas à la même place que l'autre personne. Ça se peut. C'est vrai que j'ai beaucoup de patience, mais alors quand j'atteins ma limite, là, je le sens. Puis je me dis, bon, ben là, papa, c'est dommage, mais là, c'est trop. C'est trop. Alors, je veux pas me rendre malade. Alors, soit qu'on prend un petit congé, ou j'appelle mon frère, je dis, là, c'est à ton tour, tu prends la relève, parce qu'on est juste deux. Et puis, voilà. Et puis, à ce moment-là, ben, je m'en retourne chez moi, premièrement, puis là, je me permets pas de m'éloigner encore, aller en voyage ou quelque chose. Ça, c'est trop. C'est trop. Ben, puis qu'est-ce qui, en dedans de vous, vous fait sentir que vous atteignez votre limite? C'est quoi le drapeau? Quand est-ce que la lumière s'allume? Ça s'allume quand, mon Dieu, quand j'ai déjà donné pas mal et puis que là, il me demande encore plus. Il va me dire, ben, tu resterais pas à souper ce soir? Je vais dire, non, écoute, j'ai passé la journée ici, là. Honnêtement, je pense que c'est assez. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai des choses à faire ailleurs. Puis j'ai besoin de ce temps-là. Puis là, je le rassure, je reviendrai demain ou après-demain. Il y a une chose qui est importante, hein, c'est que la personne qu'on aide perd de vue ce que ça demande d'aider. C'est pas de la mauvaise foi, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est les difficultés cognitives, c'est les troubles cognitifs qui font en sorte que elle devient centrée sur elle, puis elle n'a plus de notion de ce que ça peut demander à l'autre. D'où l'importance, parce que là, vous vous retrouvez à être seul à le savoir, là. Alors, d'où l'importance d'être capable de prendre du recul. Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce travail-là? De quoi les gens souffrent le plus? Les résidents? Non, les préposés. De temps. On manque de temps et de ne pas être capable, en tout cas particulièrement moi, de faire toutes les tâches qu'on a à faire. Il y a tellement de tâches qui sont skippées, excusez le terme, là, mais skippées parce qu'on n'a pas le temps. Prendre le temps d'écrémer les résidents, prendre le temps de brosser les dents comme il faut. Tu sais, prendre le temps, parce que eux autres, brosser les dents, là, c'est long, là. Nous autres, ça nous prend 2 minutes, mais les autres, ça peut prendre 15 minutes, juste. Puis on veut pas les brasser, on veut pas les brusquer, on veut les respecter aussi. Il y en a qu'on peut laisser tout seul devant son lavabo à se brosser les dents, mais il y en a qu'on peut pas faire ça, qui va tout garrocher, ou qui va te garrocher le plateau, ça arrive régulièrement, là. Puis avez-vous cette impression des fois que quand on prend pas suffisamment le temps, on risque de causer des problèmes de comportement ou des réactions agressives de la part des Tout à fait. des Quand on est personnes? stressé particulièrement pour X raison, que ce soit privé ou tout ça, les résidents le ressentent, c'est des éponges.
Fait que c'est clair que si j'arrive, c'est pas une bonne journée, j'ai pas dormi de la nuit, puis je suis en maudit. Les résidents, là, je passe une mauvaise journée, eux autres aussi sont en maudit. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Bienvenue. Merci d'avoir été avec nous.